on va avoir une après-midi sur ce qu'on a appelé la demande sociale, la question des drogues traitée d'un point de vue par les gens qui voient les drogues comme quelque chose de légitime. En fait, on va parler de banalisation. Le terme de banalisation est très péjoratif. Je sais que les pouvoirs publics veulent lutter contre la banalisation de l'usage de drogue. En fait, ce à quoi on assiste, c'est à une banalisation de fait qui est issue de la société, qui consomme de plus en plus, et qui consomme, comme on a essayé de l'expliquer ce matin, pas nécessairement d'un point de vue de problème sanitaire, et encore moins d'un point de vue de délinquant ou de quelqu'un qui veut s'abstraire des questions du cadre légal. On va commencer par vous qui êtes plutôt, on va dire, la face des chercheurs, la face professionnelle de l'histoire. Après, on aura une table ronde plus qui concerne des citoyens lambda, on dit, enfin en tout cas qui représentent plus la société civile. Et non, mais vous êtes plus dans la case professionnelle du genre. Et en l'occurrence, Nicolas Autier, si je t'ai convié, c'est au titre que je ne dois pas mentionner ici, officiellement, ça y est, c'est fait. qui est que tu es le président de ce qu'on a appelé un CSST, c'est-à-dire une session qui a permis de réfléchir à toutes les questions liées à la consommation de cannabis à titre thérapeutique. Mais ce n'est pas pour cela que tu es là officiellement, je le redis. Tu es là en tant qu'addictologue anonyme, en tant qu'addictologue de base, qui reçoit une demande sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, une demande de la part de personnes, pas nécessairement usagées, mais des gens qui pensent que le cannabis, parce que soit ils l'ont lu dans un magazine, soit un voisin leur en a parlé, soit des gens de leur famille leur ont dit que ça pouvait être une solution, que le cannabis soit une solution à des problèmes de douleur, des problèmes sanitaires qu'ils rencontrent. Et j'avais envie de t'entendre pour savoir comment le médecin que tu es reçoit cette demande, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il la considère comme légitime, et quels moyens finalement il a à sa disposition pour la gérer en tant que professionnel du soin. Tu as 20 minutes. Bon, merci beaucoup Fabrice. C'est toujours un plaisir de venir aux Égus. Merci de m'avoir invité. Merci à Sud et puis la Fédération Addiction qui sont associés cette année, je crois, pour mettre en place ces journées. Alors j'aurais largement pu partager cette intervention conjointement avec des représentants d'usagers qui se sont investis beaucoup pour la promotion, la légalisation du cannabis à visée thérapeutique, évidemment, mais la demande, c'était un regard un peu plus médical, en tout cas, que peut en penser un médecin, comment il peut voir les choses, sans trop me focaliser sur des patients précisément, mais quel peut être le regard du médecin par rapport à cette demande. Alors longtemps, le patient, il s'en est remis à l'expertise des médecins, il s'en est remis à l'expertise indirectement des laboratoires pharmaceutiques, via le médecin, et à la bienveillance parfois des autorités aussi, sanitaires, qui participent à ce système de soins et qui proposent notamment des médicaments. L'arrivée, il y a maintenant de nombreuses années, d'Internet, puis un peu plus récemment, même si ce n'est pas nouveau, des réseaux sociaux, la multiplication des vrais et des faux scandales sanitaires concernant le médicament. Il y en a à peu près 1 ou 2 par an. Hein. Heureusement, ils ne sont pas tous vrais, parce que sinon, ça serait la catastrophe. L'avènement de la démocratie sanitaire, ça c'est quelque chose d'important depuis 2002. Enfin, ça a été formalisé vraiment depuis 2002. Ça pouvait exister avant, depuis la loi du 4 mars 2002. Ça a permis aux malades d'accéder à une information médicale qui auparavant quand même était vraiment réservée aux professionnels de santé. Ça leur a permis évidemment d'acquérir des connaissances nouvelles et qui ont modifié la relation
soignant, soigné. Évidemment. Avant, il y avait quelqu'un qui savait et un qui venait se faire soigner. Et maintenant, c'est quand même un peu différent. C'était plus simple, sûrement avant, hein, probablement. Enfin, en tout cas, c'était binaire. Mais maintenant, il faut tenir compte, évidemment, de la connaissance du malade qui vient vous voir dès la première consultation. Et il faut l'intégrer et il faut la questionner. C'est indispensable, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on risque de passer à côté de pas mal de choses, notamment en termes de potentielle adhésion à une thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou non. Alors, cette demande sociale des malades a par exemple conduit, vous en avez parlé ce matin, je n'étais pas là ce matin, mais je suis arrivé sur la fin, déjà à l'obtention, par exemple très récemment, d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour une nouvelle indication. Vous avez parlé du baclofène ce matin. Le baclofène, c'est un des modèles qui montre ce que la demande sociale, ce que la demande des malades peut engendrer en termes d'accès à des nouvelles thérapeutiques, ou en l'occurrence, là c'est un médicament qui existait déjà, mais qui a eu une nouvelle indication, mais tout le monde sait le rôle qu'ont joué les associations de malades dans cette démarche. Même s'il y avait des médecins qui étaient associés, mais enfin c'est quand même la puissance des associations de malades qui a été importante. Certains malades, par rapport à cette évolution importante, certains malades sont même devenus des patients experts, des patients qu'on pourrait dire acteurs, qui sont devenus acteurs de leurs soins individuellement, et puis qui sont devenus acteurs plus collectivement dans le cadre d'associations, avec une compétence, une réelle compétence sur leurs problématiques, sur la manière dont ils la vivent, sur les conséquences de leurs problématiques de santé, les conséquences sur leur qualité de vie, sur pas mal de critères qui ne sont pas d'ailleurs toujours évalués dans les traitements médicamenteux. Souvent en médecine, on a des critères objectifs, certes que l'on veut pouvoir mesurer, des critères principaux et secondaires, mais ce n'est pas forcément toujours ceux qui sont les plus pertinents dans certaines pathologies. Pour des pathologies que je connais mieux, qui sont notamment la douleur chronique, on sait très bien que, par exemple, faire des études qui consistent à évaluer une échelle de la douleur de 0 à 10 pour une douleur chronique, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Quelqu'un qui a une douleur chronique, il a mal, et il peut aller mieux tout en ayant mal, en fait. Si on considère qu'avoir mal, c'est avoir 8 sur 10 à une échelle. D'accord? Parce que s'il redort, s'il ressort de chez lui, s'il retravaille, malgré l'intensité potentielle de cette douleur, eh bien, on peut considérer qu'il y a une amélioration de sa qualité de vie. Or, on n'évalue pas forcément les traitements comme ça, et c'est des expertises comme ça que nous apportent les patients lorsqu'on les voit en consultation. C'est-à-dire qu'on apprend aussi avec eux, en fait. On apprend en même temps qu'eux, probablement toute notre carrière, d'ailleurs, je le suppose. Alors la loi de 2002 là, sur la démocratie sanitaire, elle a précisé puis elle a renforcé les droits des malades. Quelques points qui peuvent nous intéresser, qui vont faire écho avec le cannabis. D'abord, elle précise le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques d'efficacité reconnues. Le droit de recevoir des soins en vue de soulager la douleur. Vous savez que pour le cannabis à visée thérapeutique, la douleur c'est quand même une des situations qui est la plus souvent concernée. Et puis elle proscrit toute discrimination et promeut l'équité. Ça, je l'ai rajouté parce que vous verrez qu'à la fin, il se posera forcément une question importante, qui est celle de l'accès à ce cannabis à visée thérapeutique, c'est-à-dire son coût, qui paye, etc. Et il faut l'anticiper dès maintenant et pas s'en rendre compte dans 6 mois, 1 an, où on aura tout mis en place, où on se rendra compte qu'on a mis en place des systèmes qui ne fonctionnent pas, ou pour les plus aisés, ou pour... Voilà. Donc face à ces évolutions que je viens d'évoquer, soigner devient une décision partagée. C'est ça la médecine de maintenant, c'est faire normalement en tout cas, et particulièrement dans des pathologies chroniques où on va accompagner un malade pendant parfois plusieurs années. Soigner devient même parfois donc accompagner des malades qui sont déjà traités, déjà auto-traités. Et c'est le cas évidemment pour le cannabis à visée thérapeutique, où des personnes viennent nous voir, ou ce sont des personnes qu'on suit depuis longtemps et qui nous annoncent qu'ils consomment par ailleurs du cannabis en recherchant un apaisement, un soulagement de leurs symptômes qu'on n'arrive pas forcément à leur donner par des méthodes plus conventionnelles, validées. Et puis un autre exemple qui fait écho aux problématiques d'usage de substances, ce sont les 3/4 des personnes qui viennent nous voir pour prendre en charge une dépendance aux opioïdes et qui sont déjà traitées par un médicament de substitution aux opioïdes.
3/4 des patients que je reçois, qui viennent me voir pour un problème d'héroïne ou plus globalement de dépendance aux opioïdes, a déjà dans les urines de la méthadone ou de la buprenorphine. Donc ils en consomment. Ils me le disent d'ailleurs, hein, c'est pas un secret. C'est-à-dire qu'ils sont déjà traités, ils ont déjà enclenché le système parce qu'ils se sont procurés sur un marché différent, auprès de quelqu'un, etc. Parce qu'ils n'osaient pas venir voir un médecin, pour plein de raisons. En tout cas, ils avaient commencé cette démarche-là, ils étaient déjà en autotraitement, avec des substances qui ne sont pas forcément anodines non plus, donc bien que ce soit des médicaments. Dans tous les États du monde où on a observé une légalisation de l'accès à du cannabis à visée thérapeutique, ce sont très majoritairement les malades et les associations de malades qui ont porté ces revendications. Ils ont été accompagnés, bien sûr, par quelques professionnels de santé. Certains sont peut-être ici. Je me demande si je n'ai pas aperçu Bertrand Legault dans un coin, là, qui est par là, voilà, qui fait partie des médecins qui, depuis longtemps, historiquement, ont accompagné ces démarches-là. Il y en a peut-être d'autres. Hein, je prie de m'excuser si je vous rate. Non, c'est pas de la délation. C'était totalement assumé, je pense. Bon, ça a été accompagné, mais c'est vraiment la puissance, je pense, du mouvement. Elle venait effectivement de ces associations de malades, de ces témoignages de malades. On l'a vu dans différents pays. Parfois, il a fallu qu'il y ait des mises en ligne sur Internet de vidéos un peu spectaculaires dans des pathologies sévères comme l'épilepsie chez l'enfant. Alors, ça touche l'enfant, donc déjà, ça touche tout le monde, se sent concerné et préoccupé. Un enfant qui fait des crises d'épilepsie, qui en fait 200 par jour, alors là, évidemment, on se sent encore plus préoccupé. Et quand on voit que les crises s'arrêtent assez rapidement après une consommation d'un cannabis riche en cannabidiol, bon, ben, forcément, ça marque les esprits, et donc ça participe. Alors, c'est pas de la science, c'est ce qu'on appelle des case reports, mais en fait, c'est quand même ce qui fait la base, c'est ce qui enclenche la réflexion et qui permet d'aller plus loin ensuite pour essayer d'apporter des niveaux de preuves supplémentaires. Alors, ça a été le cas, effectivement, dans des pays qu'on connaît bien, les pays comme le Canada, par exemple, hein, qui depuis longtemps s'est engagé dans le cannabis à visée thérapeutique. Depuis de 2000, il y a eu un arrêt, l'arrêt Parker, qui a effectivement estimé qu'on ne pouvait pas, dans un contexte d'épilepsie chez un enfant, on ne pouvait pas interdire l'usage de ce traitement-là si ça permettait de soulager la personne, puisqu'on ne pouvait pas la soulager autrement avec des moyens médicaux accessibles et disponibles à ce moment-là. Alors l'usage de ce cannabis, bien sûr, il existe depuis très longtemps. On dit que ça fait des millénaires, parce qu'on a retrouvé effectivement des traces d'usage et d'expérience d'usage de cannabis à visée thérapeutique, notamment dans la douleur. Chez les Égyptiens, il était utilisé. Mais il y a eu un mouvement qui s'est quand même nettement amplifié dans le début des années 80, notamment aux États-Unis, avec des collectifs de patients qui se sont mobilisés, des patients atteints de sclérose en plaques, de cancer, atteints du sida aussi, et qui, confrontés à de nombreux symptômes, dont les douleurs, mais pas uniquement, des problèmes de cachexie, des problèmes d'anorexie, etc., liés au traitement, se sont mobilisés, ont mis en place déjà un accès à du cannabis à usage thérapeutique. Alors c'était illégal, bien sûr au départ, et puis c'est devenu, ça fait l'objet d'une initiative populaire en Californie notamment, dans les années 80, qui a permis d'aboutir, en 96, cette initiative populaire a permis d'être adoptée contre la loi fédérale aux États-Unis, et puis ça a abouti en 2015, et uniquement en 2015, à une véritable régulation du marché. Donc ça a été long, ils s'y sont mis il y a très longtemps, mais en revanche, ils ont mis beaucoup de temps à structurer les choses. En France, on est en retard. Alors j'espère qu'on ne mettra pas 20 ans, évidemment, mais on va pouvoir se servir de l'expérience des autres, j'espère, pour gagner un peu de temps. Alors en France, évidemment, ce ne sont pas les autorités de santé qui sont à l'origine du débat, même si, je l'ai dit, il y a aussi des médecins qui étaient historiquement impliqués dans cette démarche-là. Ce sont les malades qui individuellement, mais aussi collectivement, via l'Union francophone des cannabinoïdes médicaux, Principes Actifs, puis des associations de soutien type Normal, qui ont permis ensuite aux politiques de s'emparer de la question, parfois d'ailleurs plus pour des questions économiques que médicales. Ça, c'est une vraie question aussi, moi, sur laquelle je suis assez sensible, parce que je suis toujours un peu
je me questionne toujours un peu quand on me dit qu'il faut faire du cannabis médical parce que ça va créer de l'emploi. Oui, je ne suis pas contre, hein, évidemment, tout le monde est d'accord pour créer de l'emploi, que ce soit en Creuse ou ailleurs, je suis le premier. Voilà, dans le Cantal ça m'irait mieux, mais en Creuse pourquoi pas. Mais en revanche, voilà, il faut quand même qu'au départ, il y ait quand même une légitimité médicale qui le justifie, pas juste faire pousser du cannabis parce qu'on pense que ça va être l'Eldorado économique, ce dont je suis un peu moins sûr. En tout cas, au final, quoi. Au final. Alors, il y a 10 ans, dans les consultations, moi je suis un jeune médecin, je n'ai pas beaucoup d'ancienneté, mais des malades nous demandaient des attestations pour justifier l'usage de cannabis thérapeutique, parce qu'ils avaient des soucis avec la justice, lorsqu'ils faisaient pousser du cannabis, ou lorsqu'ils étaient interpellés du cannabis. Certains étaient aussi dans des usages d'autres substances illicites, et donc avaient plus de problèmes avec la justice, évidemment, et donc tout ça réuni faisait que, de temps en temps, il nous arrivait, je n'ai pas fait forcément fréquemment, mais quand il pouvait y avoir une justification, on faisait une attestation qui disait qu'effectivement un usage de cannabis pouvait, chez cet individu, chez cette personne, améliorer certains symptômes. Bon, voilà, alors ça pouvait servir ou pas auprès de la justice pour diminuer une peine. Maintenant, le discours, c'est plus ça. Maintenant, le discours des patients, de certains patients qui viennent nous voir, il est beaucoup plus technique. Mais beaucoup, beaucoup plus technique. Là, il faut suivre, et c'est pas avec 10 ans de médecine qu'on y arrive forcément. Il est quasi pharmaceutique, en fait. On vient vous voir, on vous explique qu'il y a telle plante, tel hybride, s'il a poussé à tel endroit, alors je caricature volontairement un peu, mais c'est très technique, s'il a poussé à tel endroit, etc., et si on a extrait de cette façon, avec telle méthode, eh bien on obtient cette huile-là, et cette huile-là, elle me soulage. Voilà, c'est plus du tout le même discours. On n'est plus du tout dans un usage au début qui était, bon ben voilà, j'ai constaté que en fumant du cannabis, que je fumais par ailleurs pour d'autres raisons, eh bien par ailleurs ça me soulage des symptômes qui sont apparus secondairement. Donc avec toutes les questions d'autoproduction, de préparation magistrale, quasiment, bon, j'ai reçu, moi j'ai des patients qui m'ont posé sur le bureau leurs propres médicaments à base de cannabis. Des gélules, voilà, différentes choses qu'ils avaient préparées. C'est intéressant parce que là le discours change, et là on est vraiment dans une concertation à deux, à savoir comment on peut faire au mieux avec quelque chose qui est certes illicite. Enfin bon, nous on est médecins, on ne se soucie pas de l'illicite, c'est pas la question première. On a à se faire quand on est face à un patient, c'est est-ce qu'on va pouvoir l'aider, le soulager, en limitant les risques. Finalement, c'est la base de notre travail. Donc les malades, ils ont été les acteurs principaux d'une conjoncture qui a été favorable en 2018. Bien sûr, il y a eu l'augmentation de la prévalence des expérimentateurs de cannabis en France. Ça, c'est un peu insidieux, mais il y a de plus en plus de gens qui ont expérimenté le cannabis en France. Donc forcément, ils ont une écoute différente par rapport à un potentiel usage thérapeutique du cannabis. Il y a la crise des opioïdes aux États-Unis, dont on parle beaucoup en France, qui n'est pas en France évidemment, on espère qu'elle ne le sera pas, mais on en parle beaucoup, donc forcément ça donne à réfléchir sur certains médicaments, et puis ça s'inscrit dans une défiance assez croissante comme envers le médicament, en France, envers le médical et envers le médicament notamment. Il y a l'accent qui est mis par les professionnels de santé et les autorités sanitaires sur les méfaits de l'alcool et du tabac, c'est-à-dire qu'on finit par repointer plus le problème d'alcool et de tabac, probablement pas assez, mais on le fait quand même plus que le cannabis, je sais pas, l'ecstasy, l'héroïne, etc. Je dis pas que c'est anodin, mais on se rend compte quand même en termes d'impact, c'est pas la même chose. Il y a aussi les phénomènes de coffee shop, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler, mais les fameux coffee shop à la française qui se sont mis en place depuis 2017-18, là, vous en avez tous entendu parler, avec ces cannabis light, ou plutôt, parce que le cannabis light, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas des extraits de cannabis riches en cannabidiol, où là aussi ça a quand même fait pas mal parler, et ça a commencé un peu d'évoquer quand même un usage qui est quasiment thérapeutique, parce que on ne peut pas dire que ce soit vraiment très récréatif, ce qui était vendu dans ces magasins, enfin je crois pas. En tout cas, c'est pas ce que m'ont rapporté les usagers. Donc on cherchait quand même à soulager quelque chose, ou à ressentir un bien-être, un confort. Bref, c'était autre chose, quoi. Hein. Donc ça commençait déjà un peu à préparer les esprits. Et puis, il y a une normalisation à vitesse grand V de cet usage thérapeutique du cannabis à l'échelle mondiale, quand même. Là aussi, on voit tous les pays qui se mettent à le faire. Et ça aussi, avec les moyens de communication, on est au courant. Quand le Vietnam s'y met, quand le Luxembourg, beaucoup plus près, s'y met, etc., on est au courant dans la journée.
Donc il y a une forme de banalisation, peut-être, effectivement, ça va vers une sorte de banalisation. C'est comme ça, quoi. Hein. Il va falloir s'y mettre, quoi. Parce que, en tout cas, inconsciemment, on peut le ressentir un peu comme ça. Et puis il y a les sondages aussi, les sondages de la population qui sont plutôt favorables. La population française est plutôt favorable à l'usage de cannabis à visée thérapeutique. Donc tout ça, ça a accéléré la réflexion, ça a enclenché probablement et accéléré une réflexion officielle, qui existait déjà bien avant, en France, sur cette question de la légalisation de l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique. C'est comme ça qu'une demande sociale va faire d'une substance illicite, actuellement, aujourd'hui, peut-être d'une thérapeutique, d'un médicament, c'est déjà le cas, mais en tout cas d'une thérapeutique de demain. Alors qu'en miroir de ça, vous avez par exemple des médicaments, comme par exemple les opioïdes, qui eux sont en train de faire un peu le chemin inverse, où de plus en plus on se méfie parfois de ces médicaments-là, alors parfois à tort, hein, parce que ce sont aussi des bons médicaments, on est bien content de les avoir dans certaines pathologies, dans des douleurs sévères, des douleurs aiguës, dans des douleurs du ce sont etc. Enfin, ce sont des très bons, on n'a pas fait mieux, d'accord, mais il y a aussi une forme de crainte par rapport à ces médicaments-là, et une vision qui parfois devient plus une vision drogue que médicament, voilà, avec une sorte d'opiophobie un peu croissante dans certains milieux. En France, on est encore un petit peu opiophobe. On n'est pas les plus gros prescripteurs d'antalgiques opioïdes. Mais vous voyez bien que le fentanyl, par exemple, sur le plan mondial, on ne sait plus si c'est un médicament ou une drogue, le fentanyl. C'est un médicament au départ, quand même. Hein, voilà. Alors la question du cannabis à usage thérapeutique, elle est complexe. Hein, D'abord, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par thérapeutique? C'est la question qu'on se pose quand on est médecin. On doit être thérapeutique. Est-ce que l'on considère, est-ce que c'est ce que l'on considère comme pertinent, efficace, à moindre risque, qu'on peut proposer à des malades? Comment on peut bien identifier ce qui relève d'un usage thérapeutique dans le cadre d'une souffrance physique et psychique? Parce qu'une souffrance physique chronique, c'est toujours associé à une souffrance psychique. De ce qui relèverait d'un usage à but de confort. Et là, c'est une question qui, effectivement, je n'ai pas forcément la réponse, hein. On peut en discuter, mais on voit que le cannabis, ça balaye pas mal de choses. La question du confort, la question du bien-être, c'est une question un peu compliquée, en tout cas on peut difficilement la travailler en ce moment, on va dire, officiellement. Donc on est un peu binaire, c'est-à-dire que les choses sont récréatives ou thérapeutiques. Voilà, il faut choisir. C'est évidemment toujours plus compliqué que ça. On voit bien que la majorité des personnes que l'on reçoit en consultation, elles n'ont pas, ou pas uniquement un usage que l'on qualifierait de récréatif du cannabis. C'est même très rare. Elles en consomment parfois tous les jours. Elles ne font pas la fête tous les jours. Donc pourquoi elles le prennent? Pour se détendre, pour mieux dormir, pour être moins énervé. Il y a toujours une raison pour laquelle on prend du cannabis. Il y a une dépendance parfois qui existe, c'est vrai, qui peut expliquer. Mais il y a quand même un effet recherché. Et cet effet-là, parfois, il est à la frontière entre du confort, du bien-être, du thérapeutique. C'est pas si évident que ça. Et la frontière, elle n'est pas aussi bien tranchée. Pour un médecin, cet usage thérapeutique du cannabis se trouve donc à l'interface entre la nécessité de ne pas nuire, qu'on nous enseigne à la faculté de médecine, et les principes de la charte européenne d'éthique médicale, selon laquelle le médecin doit soulager la souffrance, dans le respect de la vie et de la dignité de la personne. Donc pour soi, il doit fournir des soins indispensables et les plus appropriés. Et pas forcément uniquement des médicaments, bien sûr. Majoritairement des médicaments, évidemment. Alors ça pose la question du caractère éthique de l'interdiction du cannabis dans un usage thérapeutique qui pourrait être représenté comme un refus de soins de la part des autorités pour des patients qui sont non soulagés par les thérapeutiques que la société leur propose, officiellement. Le comité éthique et cancer s'est prononcé là-dessus, a réfléchi là-dessus dans les derniers quadrimestres 2018, et à la sollicitation d'une patiente qui avait posé la question « Pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser du cannabis alors que je souffre suite à mon cancer ?» Eh bien, ils ont indiqué que rien ne s'oppose à cet accès au cannabis thérapeutique si des mesures de réduction des risques et d'évaluation sont associées à cette pratique. Évidemment, ils n'ont pas défini le cadre précisément. Voilà. Alors en France, comme vous le savez, il y a une réflexion qui a été officiellement engagée via un comité au sein de l'Agence du médicament depuis septembre 2018. Les premiers avis, certains d'entre vous, on les ont probablement vus. Ils ont été retenus par la NSM, donc par la Direction Générale de la Santé et le ministère, parce que ça a été validé par la tutelle de la NSM.
Oui, il y a l'autorisation du cannabis thérapeutique dans certaines situations cliniques, des situations réfractaires aux thérapeutiques disponibles. On reviendra sur la liste si vous voulez, on n'a pas le temps. Non à la voie fumée, donc ça a été vraiment une exclusion à l'unanimité, mais je crois que ça fait relativement l'unanimité. Enfin, l'idée, c'est pas de soigner les gens en proposant de fumer des joints, on peut probablement faire mieux. Voilà. On doit faire mieux parce que médicalement, ça va être difficile à justifier. Oui, à la nécessité de poursuivre les évaluations du bénéfice-risque, parce que quand même, on a beau dire, mais ce cannabis thérapeutique, il n'est pas très bien évalué. C'est pas si simple que ça de dire que ça marche pas si bien que ça, et c'est pas parce que ça marche pas, c'est probablement une fois de plus qu'on l'a peut-être pas évalué comme il fallait. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on continue d'évaluer du cannabis thérapeutique sur la douleur en recherchant une diminution de l'intensité de la douleur de 5 à 3 ou de 7 à 5, on n'y arrivera pas. Parce que c'est pas ça que ça fait comme effet de cannabis. Ça fait d'autres effets. Ça modifie la perception de la douleur, mais pas son intensité. Ça modifie le sommeil, ça modifie pas mal de choses autour. Mais il faut aussi reconsidérer la manière d'évaluer cette thérapeutique. Et puis il y a un avis, alors là je vais en parler, il n'a pas été repris officiellement dans les communiqués que vous avez vus de l'Agence du médicament, mais on a le droit de le reprendre en tant que membre du comité. Il sera probablement publié un peu plus tard, mais c'est un avis qu'on a fait voter, qui a été voté à l'unanimité et qui dit oui à l'accompagnement médical des patients ayant déjà actuellement un usage de cannabis à visée thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'en préoccuper. On ne va pas attendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, j'en sais rien, le plus tôt possible que ça soit officiellement en place. Il faut déjà encourager les professionnels de santé d'un côté et les patients de l'autre à échanger sur ces problématiques, parce qu'on peut déjà faire des choses, ne serait-ce que proposer de la vaporisation au lieu de fumer des joints, etc. Enfin bref, on peut déjà faire des choses. Bon, c'est un avis un peu délicat. Ça veut dire qu'il vaut mieux être déjà délinquant, c'est ça? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait mieux. Je dis que je pense que déjà, si on a... Moi, je ne pense pas à la délinquance. Pour moi, c'est pas la délinquance. Ouais. Moi, je suis médecin. Je ne suis pas là pour... pour moi, si quelqu'un a un usage, il faut qu'il en parle. Il faut qu'il en parle dès maintenant. Il peut sortir du bois, entre guillemets, avec son médecin. Son médecin, c'est pas le procureur, le juge, le policier, ou je ne sais quoi. Alors, c'est un avis qui, effectivement, peut poser des problèmes aux autorités sanitaires, c'est normal. C'est un peu normal d'ailleurs, hein, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'idée c'était, fallait pas en faire une condition sine qua non pour que ça passe, mais cet avis existe et il permet de dire quand même que bon, ça existe, ça se fait déjà et qu'il faut déjà accompagner les patients. Maintenant il reste, j'en étais presque terminé, il reste maintenant, non mais j'ai fini, il reste maintenant à peu près tout autant de questions, si ce n'est plus, auxquels il va falloir répondre, concernant ce cannabis à visée thérapeutique, concernant sa mise en œuvre. L'État a dit oui, l'exécutif a dit oui, vous pouvez continuer votre réflexion. Donc oui, pour aller vers une légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Maintenant, la question c'est comment? Comment on fait ça? Parce que il faut là, soit on dit oui, et dans ce cas-là on dit bah, faisons ce que l'on veut avec ça, et l'idée c'est d'aller un peu plus loin et d'accompagner un peu mieux. Donc quel statut réglementaire? Sous quelle forme on va pouvoir proposer ce cannabis? Des fleurs, des huiles, j'en parlais tout à l'heure, des gélules à base de broyat, de fleurs, etc. Des pommades, tout ce qu'on peut imaginer, des sprays. Et puis surtout, quel cannabis? Parce que le cannabis thérapeutique, pour moi, il est pluriel. C'est pas un cannabis, c'est des cannabis thérapeutiques. Et ça facilite pas forcément les choses, hein. Parce qu'en fait, lorsque c'est pas légal, ceux qui le prennent finissent par faire une médecine personnalisée en autothérapeutique et finissent par trouver un peu ce qui leur convient le mieux. Mais maintenant qu'on va vouloir un petit peu standardiser une médecine personnalisée, ça devient un peu plus compliqué. Franchement, je dois avouer que depuis le mois de décembre, je me pose moi des centaines de questions et que ça ne m'a pas facilité la vie. En fait, ça se complique un peu en fait. Hein, d'accord, quand le raisonnement. Mais ça, c'est toujours le principe, c'est quand on commence à se poser des questions officiellement, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Alors, j'ai fini, hein, j'ai fini. Donc, qui prescrit? Quelle formation devront avoir ceux qui prescrivent? Parce que les médecins, actuellement, ils ne savent pas forcément prescrire du cannabis. Ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas appris non plus. Hein. Donc, qui dispense? Qui va payer? Le cannabis thérapeutique, ça coûte assez cher quand même, hein. Ça coûte plutôt cher, quelques dizaines d'euros le gramme, donc parfois, tout le monde ne pourra pas se payer si ce n'est pas remboursé.
Or, il est peu probable que la sécurité sociale se mette à rembourser d'emblée ce cannabis à visée thérapeutique. Ça voudrait dire qu'elle devrait rembourser aussi tous les autres médicaments qui n'ont pas forcément tous apporté une preuve importante d'efficacité. Donc il va falloir trouver un moyen de le financer, en tout cas de le mettre en œuvre. Alors il y a une proposition qui tourne, qui a été évoquée par les autorités sanitaires, c'est de mettre en place une expérimentation sur le plan national, qui serait peut-être un système hybride entre du soin et de la recherche, et qui permettrait du coup de donner accès aux produits gratuitement. Et puis pour terminer, je voulais juste, voilà, c'est pas une inquiétude, mais c'est une vigilance que je pense qu'il faut avoir. Très souvent, quand on parle du cannabis thérapeutique, on l'oppose un peu au big pharma, au monde de l'industrie pharmaceutique qui produit des médicaments. Et je pense qu'il faut être vigilant à ne pas tomber dans le big cana. Parce que... Non, mais parce qu'on le sent arriver. On le sent clairement arriver, le big cana. C'est-à-dire qu'il y a dans les articles de journaux, on ne vous parle pas beaucoup de ce que ça soigne. On vous donne toujours les milliards et les millions que ça génère. D'accord ? Et politiquement, c'est là-dessus que c'est aussi beaucoup évoqué. L'économie, créer de l'emploi, mais surtout des millions et des milliards. D'accord ? Et donc, ça va probablement aller... ça va créer une première bulle, probablement. Certains vont se lancer dedans. Je pense qu'évidemment, au final, il va y avoir des grosses entreprises internationales qui vont s'en emparer. C'est inéluctable et impossible à empêcher. Et donc, on va se retrouver avec Big Cana, et avec toutes les critiques qu'on fait avec Big Pharma, on pourra les faire à Big Cana. Parce qu'ils vont nous inviter dans des congrès, ils vont nous payer des séjours, ils vont soutenir les associations de patients, etc. Mais évidemment, c'est un modèle économique qui va se reproduire. Voilà. Donc, voilà, il va falloir aussi être vigilant par rapport à ça. Je vous remercie. Vraiment merci Nicolas, parce que tu as répondu exactement à ce que j'attendais, c'est-à-dire comment bon, déjà parce que tu ne t'es pas caché derrière ton petit doigt, et ensuite parce que oui, c'est vraiment cette question de demande sociale, on voit bien qu'elle te fait poser des questions, elle nous fait poser des questions auxquelles il faudra bien répondre, et qui échappent finalement à toutes ces histoires de guerre à la drogue. Il y a évidemment le statut du cannabis passé, mais enfin on voit bien qu'on est déjà dans l'après-société, quoi. Et c'est ça que je voulais évoquer cet après-midi. Donc on va continuer avec toi, Marie. Et là, hier, on a parlé de santé communautaire toute la journée, finalement en esquivant relativement le terme de communauté, qui en France est un terme extrêmement connoté, qui n'a pas bonne presse. Les communautés, c'est vite communautarisme, ça ne va pas avec notre ADN français, comme on dit aujourd'hui, ADN républicain, qui est très méfiant envers les communautés. Et en fait, avec les conversations qu'on a eues ensemble souvent sur l'histoire de la communauté noire aux États-Unis, notamment dans la question de la guerre à la drogue, l'histoire communautaire que peut avoir l'usage de drogue ou la réduction des risques, l'histoire communautaire des usagers, on se rend bien compte que on est toujours dans cette affaire de la demande sociale, c'est-à-dire de comment une société, et en l'occurrence une communauté, peut se déterminer par rapport à cette question de consommation qui est un item classique de civilisation. Les drogues, ça sert à aller un peu moins mal, et donc voilà, je sais que tu es intéressé à ces sujets, notamment parce que tu prépares un voyage aux États-Unis où la question communautaire est centrale, notamment dans la recherche. Bonjour à tous et à toutes, mais déjà merci à Fabrice donc, de m'avoir invité à parler de cette question aux Égus. Alors j'y reviendrai en conclusion, mais moi mon histoire avec Assud elle est très ancienne. Parce qu'en fait j'ai rencontré Assud au milieu des années 90, juste au début de sa création, parce qu'en fait j'ai fait une thèse sur l'histoire de l'autosupport des usagers de drogue, et puis après effectivement cette histoire elle a continué par le biais de collaboration dont je parlerai, et puis de discussion. Donc c'est pour ça que je suis très contente en fait d'être ici aujourd'hui, parce que je crois que c'est la première fois que je m'exprime aux Égus, même si on a fait beaucoup de choses ensemble. Alors donc j'ai été invitée à parler de l'implication des communautés dans la recherche, mais en comparant donc deux contextes, comme vous l'avez vu dans le titre de ma présentation, la France et les États-Unis. Bon, je vais peut-être vous décevoir un peu, puisque comme l'évoquait Fabrice, en fait, je pars aux États-Unis là pour 2 mois pour mener une recherche justement sur cette question-là, sur la question de l'histoire de l'implication des usagers en France et aux États-Unis, et
essayant de voir comment la question de l'appartenance communautaire et comment la question raciale donne lieu à deux histoires différentes. Mais même si c'est plutôt dans 2 mois que je serai plutôt à même de vous donner des éléments plus approfondis sur ces questions-là, je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes, enfin de nous donner quelques pistes de réflexion, parce que je pense que c'est une question fondamentale. Alors, ce qu'on peut dire déjà, alors la question qui m'a été demandée, c'est aussi de me positionner en tant que chercheur et de voir comment la question de la recherche en sciences sociales poser la question des communautés et comment les chercheurs essayaient ou pas d'impliquer les communautés dans le cadre de la recherche. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en France, on est mal à l'aise à 2 niveaux sur ces questions-là. D'abord, on est mal à l'aise avec la question de la communauté, comme tu le disais à l'instant, puisqu'en fait, la France est un pays qui a une vision très universaliste de la société, avec une conception très forte de l'État-nation, contrairement aux États-Unis. Et donc, en France, la nation est considérée comme une entité à part entière qui rassemble et qui tend à produire une identité sociale commune. Et donc, en France, contrairement aux États-Unis, la revendication d'appartenance à une communauté qui serait autre que celle d'être simplement citoyen français est perçue par les politiques et par la société de manière générale comme venant menacer l'universalisme républicain. Alors ça, c'est la première question, donc je vais essayer de travailler donc, dans la première partie de mon intervention. Et donc, la deuxième question que je vais traiter dans mon intervention, qui m'était posée, c'est la question de la recherche communautaire. Donc, comme le disait Fabrice, on parle beaucoup de recherche communautaire aujourd'hui, mais je vous montrerai que c'est quelque chose qui est souvent plus compliqué à mettre, qui est souvent plus une injonction et qui est compliqué à mettre en œuvre. Et donc, en fait, sur la question de la recherche communautaire, les difficultés à laquelle on est confronté sont différentes. Là, la question de la recherche communautaire, donc, qui consiste à associer les chercheurs et les personnes concernées, donc par une question, soit des professionnels de réduction des risques, soit des usagers de drogue. Là, cette question-là, elle est aussi compliquée en France parce que ça va renvoyer à des questions de confrontation des savoirs qui sont au cœur même de la démarche scientifique. Et donc, en fait, ça amène les chercheurs à s'ouvrir à d'autres savoirs que les leurs. Et donc, les chercheurs se construisent à partir, donc, construire toute leur carrière autour de la question des savoirs. Mais en fait, cette question du partage des savoirs, dont on parle souvent, dont vous avez parlé ce matin, ça renvoie pas uniquement à la question de la production de connaissances, ça renvoie également à des enjeux de reconnaissance, des enjeux de légitimité, des enjeux de position et de pouvoir dans l'espace social. Et ces questions-là, elles sont rarement discutées et elles sont très violentes à vivre pour les personnes qui s'engagent dans le cadre de la recherche communautaire. Alors, cette question donc de la coproduction des savoirs dans le cadre de la recherche communautaire, elle est d'ailleurs, elle renvoie à tous ces enjeux que je viens d'évoquer et qui sont formalisés aux États-Unis par une chercheuse donc, qui s'appelle Miranda Fricker et qui parle de la question des injustices épistémiques en disant qu'en fait tous les savoirs ne sont pas reconnus dans la société, mais que ça renvoie ensuite à également des questions d'enjeux de positionnement social et pas uniquement la question du savoir en tant que tel, mais la question de leur reconnaissance, de la légitimité et les positions que chaque individu occupe dans l'espace social. Alors je vais maintenant détailler un peu plus le premier point de mon intervention, donc comment se définit la mobilisation communautaire des usagers de drogue en France et aux États-Unis. Alors en France, on l'a beaucoup évoqué ces derniers jours, la mobilisation communautaire des usagers, en fait, elle est compliquée parce qu'en fait, elle se définit par défaut. D'abord, elle se définit par l'expérience de la répression. Donc, quand je dis par défaut, c'est-à-dire dans un cadre qui n'est pas positif, sur quelque chose qui est plutôt une expérience négative. Donc d'abord, l'expérience de la mobilisation communautaire, elle se définit par l'expérience de la répression en France, liée au cadre répressif donc, de la loi du 31 décembre 1970. Ce qui fait communauté, souvent, en tout cas, on a l'impression, moi en tant que chercheuse, quand j'interroge des usagers de drogue, j'ai l'impression qu'ils se sentent usagers de drogue parce qu'ils sont réprimés. C'est-à-dire que ce qui va donner lieu à un sentiment d'appartenance entre eux, c'est d'avoir vécu cette expérience de la répression avec la police. Donc ça, c'est la première
première expérience autour de la question de la communauté, de ce qui fait communauté en France. La deuxième type d'expérience, c'est l'expérience de la stigmatisation, liée au regard moral réprobateur qui est porté sur l'usage de drogue en France et qui est en lien avec la loi, mais qui va même au-delà. Et le troisième type d'expérience qui peut faire communauté également chez les usagers de drogue, c'est l'expérience de la maladie, qu'on a évoquée également à plusieurs reprises. Donc la maladie, pas tant parce que l'usage de drogue est une maladie, hein, ça a été évoqué ce matin. Donc pour certains professionnels et dans certaines situations, l'expérience peut être vécue comme une maladie. Mais souvent, dans la plupart des cas, en fait, le retard des pouvoirs publics à mettre en place un certain nombre de mesures va donner lieu à des maladies qui sont les conséquences, non pas de l'usage de drogue, mais du manque de moyens qui sont donnés aux usagers pour se préserver. Donc cette expérience de la maladie, elle s'est faite autour donc, du VIH, qui est directement lié au manque d'accès aux seringues, et donc qui a pu faire également communauté pour une partie des usagers de drogue avec cette expérience du sida. Et également, cette expérience de la maladie qui fait communauté, on peut la retrouver aujourd'hui avec le succès donc, de la catégorie d'addiction qui peut transformer certains modes d'usage en maladies chroniques. Et on l'a vu ce matin également autour de la question du baclofène, ça peut faire débat, mais en tout cas, il y a des usagers qui se sentent appartenir à une communauté qui est la communauté des usagers dépendants. Alors en France, malgré donc, ces difficultés, la mobilisation donc, des usagers de drogue comme groupe communautaire, elle s'est faite de deux manières. D'abord donc, en 1992, sous un angle politique, avec la création d'ASUD, donc, qui nous réunit aujourd'hui, mais également en 1984, sous l'angle d'une fraternité d'usagers de drogue qui a été présentée hier par Jean-Maxence Granier, qui est le développement narcotique anonyme. Et donc ces deux types de groupes peuvent être qualifiés de groupes communautaires, mais ils n'ont pas le même rapport et ils n'ont pas le même discours sur ce que représente la communauté pour eux. Par ailleurs, pour former une communauté, ces groupes vont également, dans l'espace public ou dans l'espace privé, produire des formes d'expertise qui sont différentes. Alors, et qui ont à voir avec le type de communauté ensuite qu'ils vont tenter de promouvoir. Donc les groupes d'entraide de tir narcotique anonyme produisent en fait une forme d'expertise de l'usage de drogue qui est axée donc, sur la dimension émotionnelle et sensible. Et donc là, ce qui va être partagé comme expérience par les membres de Narcotique Anonyme et qui va créer communauté, c'est l'expérience de la dépendance. Pour les groupes d'intérêt ou les groupes politiques comme ASUD, qui eux s'inscrivent dans la lignée de groupes contestataires, c'est la revendication d'un choix de consommer, ça a été évoqué ce matin, le fait de valoriser une pratique qui habituellement est présentée comme stigmatisée par la société française, celle de l'usage de drogue, qui va être revendiquée, et se revendiquer comme usager de drogue devient un acte non pas privé, mais un acte politique. Et donc dans le cas d'ASUD, l'expérience qui est revendiquée, c'est celle du plaisir, celle de la technicité dans la connaissance des modes de consommation. Et donc là, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas défini par défaut, comme la question de la dépendance ou de la maladie, mais qui est défini de manière plus positive. Alors, au-delà de la répression et de la stigmatisation, qui produisent une forme de communauté chez les usagers de drogue, ce qui est important aussi de dire, c'est que chaque usager a également, enfin vous le savez mieux que moi, des appartenances sociales et culturelles diverses qui vont l'amener également à appartenir à plusieurs sous-communautés au sein de laquelle peuvent se rattacher les usagers. On l'a vu hier après-midi avec une grande diversité de présentations d'associations. La communauté des injecteurs, la communauté des crackers, la communauté des teufeurs. Et en plus, par ailleurs, même si la société tend à essayer donc de stigmatiser les usagers en ne les voyant qu'à travers la pratique de l'usage, un usager ne se réduit pas uniquement à ses pratiques d'usage de drogue, mais donc il a d'autres appartenances sociales qui lui donnent une appartenance de genre, une appartenance raciale, qui peuvent donner lieu à un sentiment d'appartenance à d'autres communautés que celle de l'usage de drogue, ce qui vient compliquer le sentiment d'appartenance. Alors, durant de nombreuses années, donc, les groupes narcotiques anonymes et les groupes ASUD ont coexisté, chacun de leur côté. Et je pense personnellement, Fabrice, Jean-Maxence le savent, que cette opposition, qui n'existe plus, enfin ou en tout cas moins aujourd'hui, a rendu compliqué, selon moi, la production d'un discours à la fois politique et communautaire.
puisque à Sud s'est longtemps efforcé de mettre à distance la question du témoignage individuel, qui peut aussi permettre de faire communauté, parce que c'est dans le témoignage individuel qu'on entend des autres usagers, qu'on va se reconnaître, et donc que ça peut faire communauté. Et Narcotique Anonyme, à l'inverse, mettait au centre de son fonctionnement la question du témoignage, mais dans un espace privé ou semi-public, sans jamais prendre position sur des sujets politiques. Et donc, en fait, pour effectivement donner lieu à une communauté, un discours communautaire et à la fois politique, il faudrait trouver effectivement un mixte entre les deux. Alors aux États-Unis, pour en dire quelques mots, il est intéressant de noter que le contexte prohibitionniste est également très présent comme en France. Donc même parfois de manière encore plus marquée, hein. On se plaint beaucoup de la situation en France, mais aux États-Unis, la situation est également compliquée. Et elle est parfois compliquée donc sur l'usage de drogue, mais aussi pour certains groupes sociaux. On peut voir à ce sujet la différence de traitement qui a été étudiée par de nombreux historiens aux États-Unis. Différence de traitement entre les craqueurs noirs et les usagers d'opioïdes blancs, ce qui montre que aux États-Unis, encore plus qu'en France, même si ça existe également en France, la question raciale vient complexifier et rendre encore plus compliquée la question de la prohibition pour certains groupes sociaux. Mais malgré donc cette similarité de situation concernant le contexte prohibitionniste entre la France et les États-Unis, la mobilisation communautaire des usagers de drogue aux États-Unis semble plus facile et surtout plus visible. Alors, je vais tenter donc d'apporter quelques éléments, quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi la mobilisation communautaire serait plus facile aux États-Unis qu'en France. À mon avis, cette mobilisation communautaire aux États-Unis, elle est plus facile parce qu'elle est d'abord liée au rapport que les Américains ont avec la notion de communauté, qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir, mais également elle est liée à l'intégration des programmes en 12 étapes, tels que les narcotiques anonymes, dans la société américaine, qui sont vraiment intégrés comme faisant partie prenante de la société américaine. Concernant la communauté, chaque Américain va se définir de manière communautaire, à partir de la revendication d'une appartenance de genre, d'une appartenance raciale, et il peut donc plus facilement qu'un Français se définir comme usager de drogue, même dans un contexte de prohibition. Pour vous donner un exemple, quand je vais aux États-Unis, les chercheurs américains, ils vont commencer par parler en disant « Bonjour, je m'appelle un tel, je suis noire, je suis une femme ». Ça ne me viendrait jamais à l'idée de dire « Bonjour, je m'appelle X et je suis une femme blanche ». En France, effectivement, on ne se définit pas en commençant à s'exprimer. Donc aux États-Unis, c'est le cas. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il est très fréquent aux États-Unis de rencontrer des directeurs de centres de réduction des risques ou de grosses organisations qui vont se présenter à vous, à la fois publiquement et même dans une interaction de première rencontre, en mettant en avant leur identité d'usager de drogue, sans que cela ne leur porte préjudice. Bien au contraire, comme cette question de l'identité est centrale aux États-Unis, et cette question de l'appartenance communautaire, se revendiquer usager de drogue, quand on est un directeur de centre de soins ou de réduction des risques, c'est perçu comme donnant une légitimité. Et donc, les Américains, quand ils se présentent à vous, vont se présenter avec l'ensemble de leurs appartenances et de leur expérience de vie, alors qu'en France, ça reste souvent dans le cadre de l'intime. Alors, cette mise en avance donc, de ces appartenances communautaires aux États-Unis, et donc le fait de pouvoir se revendiquer comme usager de drogue, même quand on est directeur d'un centre de soins, c'est également lié au fait qu'appartenir à un groupe en 12 étapes n'est pas considéré comme incompatible avec l'activisme anti-prohibitionniste. Aux États-Unis, appartenir à un programme en 12 étapes est considéré comme s'appliquant à soi, et la revendication politique va se faire pour le groupe. Exactement comme l'expliquait Jean-Maxence hier, même si ce qu'a présenté Jean-Maxence hier reste quand même relativement rare à Narcotique Anonyme. Puisque les membres de Narcotique Anonyme vont avoir du mal à publiquement se présenter des deux manières. Alors qu'aux États-Unis, c'est très fréquent. Et un autre rapport qui favorise le sentiment d'appartenance à la communauté aux États-Unis, c'est le rapport à la parole et à la présentation de soi. Aux États-Unis, le témoignage politique, il passe avant tout par la mise en scène publique et ritualisée de son histoire personnelle, à partir de sa propre expérience de la stigmatisation, qui devient en fait une forme de médiation pour dénoncer la prohibition et les effets délétères de cette prohibition pour la communauté des usagers de drogue. En France, à Sud, vous l'avez vu durant ces derniers jours,
c'est très rare de parler de son histoire personnelle pour dénoncer ensuite la prohibition pour la communauté des usagers de drogue. Et pour terminer donc sur ces différences entre la France et les États-Unis, une autre piste, à mon avis, je pense qu'une des différences sur la question de la difficulté en tout cas à se sentir appartenir à une communauté en France et la difficulté pour les usagers de drogue et pour l'ensemble d'entre nous à parler de son histoire personnelle en public. Pour les usagers, c'est certainement lié également à l'histoire de la prise en charge des toxicomanes, comme on les appelait à l'époque, dans les années 80, qui proposait donc la psychothérapie analytique combinée au sevrage comme unique horizon et qui envisageait alors l'usager comme un objet de soin et non comme un acteur politique à part entière, libre de faire des choix rationnels. Donc ce modèle du toxicomane renvoyait à l'irresponsabilité, à l'aliénation et ce qui rendait compliqué la prise de parole publique. Aujourd'hui, le modèle addiction renvoie aux malades chroniques. Il ouvre la possibilité d'avoir une parole sur sa prise en charge, sur ses soins, mais sur l'usage de drogue comme une maladie, ce qui ne facilite pas la production d'une parole politique plus généralement. Et donc, le modèle addiction et le modèle psychothérapie des années 80, prise en charge des toxicomanes, a assigné les usagers de drogue à une place de malade. Et donc, je pense que cette histoire de la prise en charge a joué un rôle important dans les résistances qu'ASUD ou d'autres groupes peuvent avoir à mettre en évidence des témoignages personnels pour faire avancer le plaidoyer dans l'espace public. Alors, je vais aborder rapidement le deuxième point, très rapidement, pour dire quelques mots sur la question de la recherche communautaire et la manière dont on essaye d'impliquer ou pas donc, les usagers dans les recherches communautaires. Alors la France, on l'a évoqué donc, à plusieurs reprises, se définit comme le pays des droits de l'homme, mais elle ne donne pas la possibilité de faire parler les usagers, on parle le plus souvent à leur place, car leur parole est confisquée par la loi. Donc on va nommer des experts qui vont s'exprimer à leur place, et donc cette non prise en compte de la parole des usagers, de leur savoir, est dommageable donc, de manière générale dans notre société, mais également dans le cadre de la recherche. Alors pourquoi c'est dommageable? Parce qu'en fait, les usagers ont des formes de savoir, des formes d'expertise qu'on appelle donc des compétences de vie et qui donnent lieu à une expertise technique par la maîtrise des pratiques de la consommation de drogue, une expertise sociale par la connaissance donc, des réseaux et la sociabilité des usagers, une expertise physique par la capacité à savoir se tenir et se positionner sur les lieux de consommation et surtout une expertise morale par la confiance nécessaire pour être accepté dans la communauté des usagers de drogue. Et donc l'ensemble de ces expertises, elles sont extrêmement importantes parce que les chercheurs ne les ont pas. Et donc c'est la raison pour laquelle, les chercheurs qui ne sont pas usagers en tout cas, ne les ont pas. Et donc ces dernières années, le courant de la recherche communautaire s'est développé en France en faisant l'hypothèse qu'associer les acteurs concernés et leur savoir, donc les usagers de drogue, permettait pour les personnes concernées de favoriser leur implication dans la définition de leurs besoins, de renforcer leurs capacités, donc ce qu'on appelle l'empowerment. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'associer les usagers dans les processus de recherche est également très bénéfique aux chercheurs. C'est-à-dire qu'on parle souvent des bénéfices que l'association va produire pour les usagers, mais il y a des bénéfices également pour les chercheurs qui sont de bénéficier donc d'une connaissance fine des univers de vie et des pratiques des personnes concernées et également de rendre nos recherches utiles. Donc à titre personnel, j'ai été confrontée à 3 grandes expériences de recherche communautaire avec des usagers. J'ai eu d'autres expériences de recherche communautaire avec des professionnels de réduction des risques, mais avec les usagers. Une première qui a été une recherche sur la mise en place d'outils de réduction des risques liés au crack, qui a été menée avec un collectif Intercarud et des usagers de crack. Une collaboration de longue date donc avec ASUD et également Fabrice, et l'écriture d'un numéro spécial de la revue Esprit avec Jean-Maxence Granier. Alors ces 3 expériences m'ont permis de voir quels étaient les intérêts mais également les limites de ce type de collaboration. Donc on parle souvent des intérêts, de ce qui marche, mais on a souvent plus de mal à évoquer les tensions. Donc dans le cadre de la recherche sur le crack, cette recherche a été qualifiée de communautaire parce que notre équipe et l'équipe de professionnels avec laquelle on travaillait a associé des usagers de crack. Mais on les a associés en fait au processus de recherche sur des aspects uniquement techniques. Ils nous ont aidés à choisir l'outil qui allait être testé, un kit crack qui existe actuellement. Mais on ne les a pas associés à la production intellectuelle de l'analyse et ni à la production d'écrits.
Alors que les 2 autres expériences de collaboration que j'ai vécues se sont faites là dans un compagnonnage de longue date avec ASUD et Narcotiques Anonymes. Et pour moi, à titre personnel, c'est plutôt ce type d'expérience qu'il faudrait développer et qui sont véritablement des expériences de recherche communautaire. Donc dans un numéro spécial de la revue Esprit, on a donc écrit avec Jean Maxence un numéro spécial donc, sur les politiques des drogues, et chacun d'entre nous, avec ses savoirs spécifiques, a contribué à la fois à l'analyse et à l'écriture de manière égale. Fabrice a participé à ce numéro dans un rapport d'égalité avec Samuel Roberts, qui était professeur à l'Université de Columbia, dans la production des savoirs et de l'écriture. Et donc la collaboration que j'ai eue avec ASUD, c'est l'inverse, c'est ASUD qui m'a invité dans un premier temps, dans les années 90, à relire le journal et à corriger les fautes d'orthographe. Et ensuite, donc ça c'était dans les années 90, donc voilà, j'ai été invitée comme correctrice et j'étais très flattée d'être invitée à ce titre-là. Et donc 25 ans après, grand moment de gloire, j'ai été invitée à écrire un article. Enfin un article. 25 ans après. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le cadre de la recherche communautaire, les choses peuvent se faire des 2 côtés, c'est-à-dire les chercheurs invitent les usagers, mais les usagers peuvent aussi inviter les chercheurs. Alors en conclusion, on peut dire aujourd'hui que quand les usagers sont associés à la recherche en France, cela se fait plutôt dans un cadre où leur savoir est simplement recueilli sous la forme d'entretien ou de récits de vie. Ou alors on va inviter un usager à un comité de pilotage et on va considérer que dans ce cas-là, comme il est invité au comité de pilotage, on fait de la recherche communautaire. Il reste rare que cette collaboration prenne la forme d'une véritable collaboration de recherche où chacun participe à la production de connaissances en étant invité à aller au-delà du témoignage en participant à l'analyse et l'écriture. Et donc si on veut véritablement réduire donc, les injustices épistémiques, comme c'est souvent actuellement très invoqué par un certain nombre de chercheurs, il ne suffit pas voilà, de se contenter de recueillir des récits de vie, des témoignages pour les donner à voir, mais il faut également permettre aux usagers d'avoir également une position dans la production de connaissances et de savoir qui soit la même que celle des chercheurs et d'autres experts. Donc je vous remercie. Bon, ben merci Marie, vraiment pour toi aussi de ne pas non plus cacher derrière ton petit doigt et d'avoir courageusement relevé le défi. Parce que ouais, cette question des rapports de force dans la société, dans notre petite micro-société de réduction des risques, d'usage de drogue, de collaboration avec les chercheurs, c'est très compliqué, c'est très confusé. Il y a vraiment des questions de pouvoir. On a parlé du pouvoir ce matin comme étant un item central. Et là, on est au cœur du sujet. Je ne peux que mentionner également l'expérience qu'on a eue au sein d'un groupe qui s'appelait Héros, dirigé par Michel Kokoreff, qui a donné lieu ensuite à un ouvrage signé par Anne Coppel également et Michel Peraldi, où là, à Sud, on a été conviés également dans un contexte de parité, tout à fait à égalité de savoir, en réfléchissant, en conceptualisant la recherche et ensuite conceptualisant l'ouvrage, vraiment dans une relation horizontale. Après, ça s'est très mal passé quand même. C'est-à-dire que le groupe a explosé au moment de l'apparition du livre et la plupart des gens ne se parlent plus. Donc on a réussi à aller au bout, c'est-à-dire qu'on a produit un objet qui est vendu, qui a été édité, qui circule, donc l'information va rester, mais sur le plan humain, ça a été extrêmement coûteux. Donc voilà, je voulais ajouter ça. Et bon, sinon, sur la question des communautés, tu parlais des États-Unis, je voulais juste pondérer aussi avec le fait que c'est nous, en France, qui sommes un peu isolés dans cette question d'être un peu hostiles aux communautés, notamment tous les pays anglo-saxons ont plutôt un modèle qui s'inspire de ce qui se passe aux États-Unis, notamment en Angleterre évidemment, mais aussi les Allemands ou les Hollandais. La notion d'autosupport, par exemple, à l'international, est très axée sur cette culture communautaire.
Et souvent d'ailleurs une culture qui se fait par produit interposé, c'est-à-dire des héroïnomanes. J'étais souvent frappé que les gens d'Input, par exemple, qui sont à l'international, un petit peu des usagers, on va dire, héroïnomanes, utilisateurs de seringues au départ, ont du mal à se mixer avec les toughers, avec l'international dont a parlé Thierry hier, la Basics. Il y a très peu, même s'il y a des groupes comme Crew 2000 par exemple qui appartiennent aux deux sphères, mais bon voilà, voilà, c'est nous en France qui me sommes axés sur une hostilité presque viscérale à la communauté. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Fabrice hier quand tu étais parmi nous. Bon, alors à nouveau la question du temps. Là, je crois qu'on peut avoir une ou deux questions peut-être, mais ensuite il faut tout de suite passer à la table ronde. Toujours Jean-Luc Ferry de l'association Aide, coordinateur de plusieurs CARUD, mais par ailleurs alcoolique et cannabinoïque non honteux. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de débat à savoir si les drogues sont des médicaments ou vice-versa. En tout cas, pour moi, ce sont des solutions. Peut-être qu'il y a une question au docteur Cana ou à madame la chercheuse, s'il y a bien un produit peut-être qui est le plus expérimenté, peut-être de plus en plus en France, c'est le cannabis, même si je pense que l'usage de cocaïne en population générale est bien supérieur à ce qu'on veut bien l'admettre aujourd'hui. Si c'est bien supérieur, si le cannabis est le produit le plus consommé, comment se fait-il que nous en sommes au niveau zéro de la réduction des risques, de l'organisation en santé publique de la réduction des risques autour de l'usage du cannabis? Merci. C'est comme ça. On a le droit qu'à une question et c'est celle-là, elle est pour moi. Moi je me disais. Pas forcément, je pense que normal plus. Je plaisante, je pense que tout le monde peut essayer de répondre. On a des CARUD en France, en 40, tu pourrais parfaitement t'appuyer dessus pour organiser cette réduction des risques. Oui, enfin pas moi, mais effectivement on pourrait s'appuyer. C'est fait pour ça d'ailleurs, le réseau des CARUD, le réseau, je ne sais pas si on peut parler d'un réseau, mais en tout cas, il existe des CARUD sur tout le territoire et ils ont un rôle de réduction des risques sur tous les produits, y compris même sur de l'usage de médicaments à visée autre que thérapeutique. Donc je ne sais pas si on en est au niveau zéro, je ne sais pas si on en est. Peut-être que c'est dans le cadre du cannabis, peut-être dans le cadre, je vais faire une entourloupe parce que je vais m'en sortir. Peut-être que dans le cadre du cannabis, c'est peut-être le cannabis à usage thérapeutique qui amène notamment des procédés de réduction des risques. C'est-à-dire que ceux qui consomment du cannabis à visée thérapeutique ont fait individuellement ou parfois collectivement des efforts sur notamment la mode d'administration. On va faire simple parce que c'est quand même l'un des efforts les plus importants. Et le passage de la voie fumée sous forme de joint ou de douille à la vaporisation est probablement un des modes de réduction des risques les plus importants. Et c'est sûrement l'usage à visée thérapeutique de ce cannabis qui va peut-être amener les choses un peu plus dans le monde du cannabis social, non thérapeutique. Voilà, c'est pas une vraie réponse que je vous fais, mais ça peut aider. Marie, tu voulais dire quelque chose? Hein, je crois. Non, mais je pense que la réduction des risques, c'est une démarche avant tout. Donc, c'est pour ça qu'elle peut s'appliquer. Alors, elle a été construite, effectivement, dans les années 90 autour de la question du VIH, mais elle est là pour s'adapter à un état de fait et pour faire en sorte de réduire les dommages liés à la consommation de produits. Donc, ça renvoie un peu à ce que tu disais, je pense, dans ta conclusion. C'est-à-dire que la mise en place là, de l'usage... la mise en place du cannabis à usage thérapeutique, ça va aussi être un moyen de pallier à toutes ces difficultés auxquelles sont confrontés les patients qui vont fumer du cannabis en cachette sans en parler à leur médecin et en utilisant la voie fumée qui est mauvaise pour les poumons et qui pose des problèmes de santé. Donc mettre en place l'usage du cannabis thérapeutique, c'est une mesure de réduction des risques dans la mesure où on va faire face à une situation qui existe déjà, elle va être encadrée pour faire en sorte que le dialogue médecin-patient soit possible et également que les patients et que les usagers qui en auraient besoin pour des soins puissent bénéficier de ce cannabis dans des conditions de réduction des risques. Après, sûrement, il y a le problème de la qualité du cannabis que l'on consomme, évidemment, et avec l'opposition entre généralement l'herbe d'un côté et la résine de l'autre, qui pose beaucoup de questions, notamment la résine.
il y a sûrement des actions de réduction des risques à mettre en œuvre, mais je suis moins spécialiste de ça, je ne veux pas trop avancer. J'ai promis à Fabrice que je parlerai 7 secondes, donc il faut que je parle vite. Je voulais faire écho aux propos de Marie. J'ai un long compagnonnage avec Assud et je suis persuadé qu'un jour, Assud me permettra d'intervenir aux Égus. Il a pas entendu. Ça, c'est déjà fait.